Un des grands apports de mon travail, je suis dans une période où je prends du recul par rapport à son travail qui est à peu près terminé, et j'espère qu'il va sortir bientôt, c'est la notion de médianité, c'est-à-dire de juste milieu, d'intermédiaire. Et je crois que beaucoup de gens n'arrivent pas à se situer parce que le paradigme dont on se sert est duel au lieu d'être ternaire. Et alors il y a beaucoup de gens qui sont dans l'entre-deux et qui ne font sens que dans l'entre-deux. Les immigrés, par exemple, les femmes, les imitateurs, les interprètes, les traducteurs. Et ce sont des gens qui sont à la jonction de la verticalité, de l'horizontalité, qui sont entre deux chaises, en quelque sorte, le cul entre deux chaises. Et c'est assez courant, finalement. Et ces gens-là, on n'arrive pas à les cerner. Soit on les monte, on les écartèle un peu, soit on veut les faire monter trop haut, soit on veut les faire descendre trop bas. On n'arrive pas à les situer, à les cerner. Et il y a donc un problème de catégorisation qui empoisonne, par son absence, notre regard sur la société. Et moi, ce que je propose, c'est de développer cette conscience de la, non pas de la dualité, justement, mais de ce qui fait fonctionner la dualité, de ce qui est entre les deux pôles, ce qu'on pourrait appeler une dimension équinoxiale, intermédiaire, comme les deux lunes ascendantes, les deux demi-lunes, ou les deux équinoxes, tout ce qui est central. Nous avons des gens comme Macron qui visiblement sont des gens de cet entre-deux. Les immigrés sont visiblement des gens d'entre-deux. C'est pour ça que quelque part, les gens de l'entre-deux ne comprennent pas l'immigration. Parce qu'ils ne voient pas quel est le problème, quelque part. Ils ne comprennent pas la colonisation non plus, parce qu'ils ne voient pas ce qu'elle signifie au terme de... Voyez-vous, il y a des tas de choses comme ça ils n'ont pas les outils intellectuels pour comprendre leur propre positionnement et les situations qui ont été générées au cours des siècles par ce positionnement intermédiaire. Alors j'ai récemment élargi mon champ de travail, de recherche, parce que les applications de cette structure intermédiaire sont infinies. Le voleur, c'est un intermédiaire quelque part. Le christianisme est un intermédiaire entre le judaïsme et le paganisme. Il ne faut pas prendre le christianisme ni comme un judaïsme, ni comme un paganisme qui serait totalement christianisé. Non. Ce qui crée le christianisme n'existe que s'il y a des juifs et s'il y a des païens. Parce qu'à ce moment-là, il trouve sa position médiane. Donc la position médiane exige que les autres positions soient là, pour que lui puisse être au milieu. Donc ne pas se situer au milieu pour quelqu'un qui est au milieu, c'est un problème. Donc il faudrait que les chrétiens se resituent dans une position intermédiaire, ce qu'ils ne font pas. Les immigrés, c'est pareil. Ils n'arrivent pas très bien à se situer non plus. Est-ce qu'ils sont liés à leurs origines? Est-ce qu'ils sont liés au pays d'accueil? Où ils doivent s'assimiler? Non, ni l'un ni l'autre. Ils sont entre les deux. Ce sont des agents doubles, si on peut dire. C'est-à-dire des gens qui font l'interface entre deux mondes. Et ils ont leur valeur en tant que telle, qui doit être reconnue. Mais pas, ils ne peuvent ni repartir, ni s'intégrer. Ils sont dans l'entre-deux. Et puis je voudrais terminer sur la question justement des femmes. Pourquoi les femmes n'arrivent pas très bien à comprendre ce qu'elles font quand elles créent des choses
ça ne tient pas, ça ne dure pas, ça ne se pérennise pas. Et on se dit, mais alors à quoi ça sert tout ça? Eh bien, ça sert au nom de l'imitation. Les femmes sont des êtres qui imitent. Et l'imitateur, c'est quelqu'un qui se situe dans l'entre-deux. Il n'est ni l'auteur de ce qu'il imite, et évidemment, il n'est pas non plus celui qui n'imite pas. Il est entre les deux. À quoi ça sert tout ça? Parce que la grande question, c'est à quoi ça sert? À quoi je sers? Et beaucoup de gens ne savent pas à quoi ils servent, où ils servent. Et à partir de ce moment-là, quand les gens ne savent pas à quoi ils servent, ils vont à gauche, ils vont à droite, ils essaient d'être à là, à bas, etc. Et c'est jamais ça. Eh bien, ils servent, ces imitateurs, à vulgariser, à familiariser, à petite intensité, à moindre intensité, le modèle dont ils se servent. C'est quelque sorte l'avantage de la copie sur l'original. D'abord, la copie sur l'original, déjà la copie elle vaut moins cher que l'original. Parce que je dis ça comme ça en plaisantant à moitié, mais je veux dire, il y a des choses qui n'ont pas la même puissance, le même prix, parce que justement ce ne sont que des imitations. Elles n'ont pas la même force. Or, si quelque chose a une très grande densité, quelque part, c'est trop fort. Il faut donc quelque chose qui soit plus doux. Je pense à Moïse et au Sinaï. Eh bien, lui pouvait approcher Dieu, mais tout le monde ne pouvait pas le faire. Donc finalement, lui, Moïse, il est entre les deux. Il est entre Dieu et le peuple. D'ailleurs, n'oublions pas que quand on lit Exode 3, Dieu ne dit pas que Moïse est un élément du peuple hébreu. Alors, il y a des contradictions, mais quelque part, là, ça n'est pas dit du tout. Il dit, va voir ce peuple, dis-lui ceci ou cela. Alors, on pourrait discuter là-dessus, mais si on est très rigoureux, on voit bien qu'il n'est pas hébreu. Et c'est parce qu'il va voir ce peuple. Donc, il va faire l'intermédiaire. Tout comme Jésus, quelque part, est aussi l'intermédiaire entre le Père et le peuple. Le christianisme est une religion de l'entre-deux à ce niveau-là, comme je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs. Donc, une pensée trop puissante ne va pas passer. Elle a besoin d'être édulcorée en quelque sorte. Et c'est l'imitateur qui va édulcorer cette puissance, qui va la rendre moins dangereuse en quelque sorte, qui va habituer le public à cette puissance. Au point qu'au bout d'un certain moment, le public sera habitué. Et à partir du moment où il sera habitué, il pourra accéder à l'original. C'est comme quelqu'un qui a des disciples. Comme on dit, il vaut mieux, on dit parfois il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints, on ne sait pas. Mais non, en réalité, non. Il vaut mieux d'abord avoir affaire aux disciples, à une pensée qui est déjà un petit peu refroidie en quelque sorte. Et puis peut-être, quand on aura bien assimilé cette pensée, on pourra accéder à la source. Donc là aussi, c'est le rôle des imitateurs qu'on pourrait vilipender que de jouer ce rôle. Alors vous me direz, les femmes n'aiment pas trop qu'on leur dise qu'elles sont des imitatrices, mais c'est ce qu'elles sont. Ce sont des imitatrices, mais elles ont un rôle à jouer à ce titre. C'est ça qui est intéressant. De même que les immigrés sont des gens qui veulent se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, et à ce titre-là, ils ont un rôle à jouer parce qu'ils jouent un rôle d'interface. Et quand j'écoute les uns et les autres, je m'aperçois que cette notion d'interface est absente de la
de l'épistémologie, de la sociologie, tout à l'heure je parlais de l'épistémologie de l'histoire, eh bien cette notion d'interface, elle est essentielle au niveau de l'épistémologie de la sociologie. Et à ce propos, un autre concept que j'ai introduit, c'est enfin, en tout cas j'ai mis en évidence, c'est la question du non-verbal. C'est-à-dire expliquer que l'enfant, l'état qui précède l'apprentissage du langage, mais qui succède à la sortie du ventre de la mère, c'est aussi un état intermédiaire. Et l'enfant, d'ailleurs, c'est le mot enfant, étymologiquement, ça veut dire celui qui ne parle pas. Et cet état intermédiaire est très important. Et on y revient toujours. Je ne sais pas si Freud a parlé de cela, je ne prétends pas spécialiste de qui que ce soit, sinon de moi-même, encore. Mais le génie, quelque part, c'est celui qui explore, qui maîtrise au maximum cet état intermédiaire qui est non-verbal, et qui y revient. Parce que quelque part, quand on passe au stade numéro 3, le stade du langage, de l'apprentissage du code collectif, eh bien là, quelque part, il y a une perte, bien évidemment. Il y a une certaine perte des choses. Et donc, l'état non-verbal est un état extrêmement précieux qu'il faut respecter et auquel il faut revenir. Et c'est un peu notre jardin d'Éden, notre paradis perdu que ce non-verbal. Et là encore, évidemment, tout ce qui est dans le domaine de la musique, par exemple, est non-verbal. Je ne parle pas des opéras, hein, on ne mélange pas tout. Il y a toujours les gens qui disent ah oui, mais il y a ceci qui. Non, mais soyons sérieux. Hein. Bon. Le non-verbal, c'est le sport, c'est l'art, dès lors qu'il n'y a pas de langage, qu'il n'y a pas de parole. Et il est important pour quelqu'un d'investir cette dimension du non-verbal, de revenir à cette dimension du non-verbal régulièrement, je dirais même tous les jours, parce que quelque part le sommeil aussi, c'est du non-verbal. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont du non-verbal. Le sexe est évidemment du non-verbal. Et par conséquent, la parole, bon, on dit la parole est d'argent, le silence est d'or, je suis tout à fait d'accord. La parole n'est pas, c'est pas un état source, la parole. Après, on va vers la parole, mais fondamentalement, il faut être dans le non-verbal. Et puis je terminerai avec cette notion de l'hérédité, l'importance de l'hérédité. Il faut revenir à cette idée qu'il y a la verticalité est indissociable de l'hérédité. On ne peut pas instaurer une verticalité s'il n'y a pas une filiation qui remonte dans le passé. Tout comme alors qu'inversement, l'horizontalité, elle se situe dans l'espace. Voilà. Bon, je pourrais continuer comme ça, mais ce soir du 13 novembre 2018, je voulais faire un peu le point avec un peu de hauteur sur mes apports conceptuels.